Vendredi 21 février 2025, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Suite au décès tragique du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi, survenu dans la soirée du jeudi 20 février 2025, le président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement ont présenté leurs condoléances au peuple béninois et aux proches du regretté ministre. On en parle dans cette édition. Le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Aristide Adjinakou, a animé ce vendredi un point de presse pour apporter des éclaircissements sur la crédibilité de la liste électorale informatisée. Un point de presse qui intervient après la circulation des informations selon laquelle il y aurait de doutes concernant la liste électorale. Vous suivrez dans ce journal les propos du directeur général de l'agence à ce sujet. Au Niger, les principales recommandations des assises nationales sont désormais connues. Elles ont été annoncées par le président de la Commission nationale de ces assises, Mamoudou Harouna Djingare, le jeudi 20 février dernier, au terme des travaux. Les participants des travaux de la Commission des assises nationales ont proposé une durée de 5 ans minimum. Des précisions dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Suite au décès du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kwaro Tchabi, survenu dans la soirée de ce jeudi 20 février 2025, le directeur départemental de la police républicaine du Borgou a présenté les premières conclusions de cette tragédie. Romaric Djessougobenou nous en dit plus dans cet élément. Un drame s'est produit ce 20 février 2025 aux environs de 21h sur la route nationale inter-État 2 dans la commune de Thiaroye. Un accident de la circulation a coûté la vie au ministre Yves Kwaro Tchabi, ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, ainsi qu'à son garde du corps, le sergent Kawepo Sabi Christian. Les circonstances du drame. Selon les premiers éléments, le ministre se rendait à Parakou pour la célébration de la 26e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. À bord de son véhicule officiel, un Nissan Patrol immatriculé CE 9531 RB. Il voyageait avec son épouse, son garde du corps et son chauffeur, Monsieur Deguenovo S.A.Ians. Arrivé à la sortie du nord du village de Badekparo, l'accident s'est produit alors que le chauffeur tentait de dépasser un camion de marque Scania immatriculé AZ 6546 BH 2379 RB, pris de court par l'arrivée d'un véhicule en sens inverse. Le conducteur a voulu se rabattre précipitamment, mais a violemment percuté l'arrière du camion. Malheureusement, l'accident a été fatal pour le ministre et son garde du corps qui ont succombé à leurs blessures sur place. Le chauffeur, Monsieur Deguenovo, s'en est sorti avec une blessure au poignet et des douleurs
à la cage thoracique. L'épouse du ministre, Madame Anagio, relique, bien que n'ayant aucune blessure apparente, a été transportée en réanimation à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Par mesure de précaution, les secours et les forces de l'ordre sont rapidement intervenus pour évacuer les blessés vers l'hôpital d'instruction de Parakou, réguler la circulation pour éviter tout suraccident, extraire les corps et les transporter à la morgue, mettre en fourrière le véhicule accidenté, placer en garde à vue le conducteur du camion pour les besoins de l'enquête. Une enquête a été ouverte et un procès verbal PV numéro 047/2025 du CA de Tchatchou a été établi pour déterminer les circonstances exactes du drame. La nouvelle de ce tragique accident a suscité une vague d'émotion au sein de la population et des autorités béninoises. Ce drame soulève une fois de plus la question de la prudence sur les routes et de la sécurité des personnalités en déplacement. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le gouvernement béninois n'a pas manqué de se prononcer sur ce malheureux incident à travers un communiqué publié ce vendredi 21 février sur sa page Facebook. Le président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement ont présenté leurs condoléances au peuple béninois ainsi qu'aux proches du regretté ministre. En cette triste occasion, le président de la République et le gouvernement présentent à la nation tout entière et à la famille éplorée leurs vives condoléances, peut-on lire dans le communiqué. Le secrétariat général du gouvernement fait savoir que les dates des obsèques seront communiquées ultérieurement aux populations. Dans le même registre, une délégation de l'Union progressiste Le Renouveau UPA, conduite par son président Joseph Djogbenou, s'est rendue ce vendredi 21 février au domicile du défunt ministre Yves Kouaro-Tchabi à Parakou, composé de son président Joseph Djogbenou, de la vice-présidente Mariam Tchabi Talata, épouse Zimé, des ministres conseillers, députés ainsi que de plusieurs personnalités. La dite délégation est allée témoigner à la famille éplorée la solidarité et la sollicitude du parti. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre douleur. Dieu nous a unis dans la douleur davantage puisque nous étions tous au lieu de l'accident, a déclaré le président du parti UPA. Il a salué la mémoire du défunt et appelé à reconnaître en l'homme un héros. La visite s'est achevée dans un climat de recueillement avec la signature du livre de condoléances ouvert pour l'occasion. Parlons toujours du décès de l'ex-ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un homme passe mais les souvenirs restent. Sa disparition marque la fin d'un parcours professionnel riche et engagé. Dans cet élément, la rédaction de ESAE Télévision vous retrace le cheminement, sinon le parcours de cet homme remarquable. Une réalisation de Djesugo Romaribe. Yves Kouaro-Tchabi, ou encore le désormais ex-ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, né le 19 mai 1973 à Tanguieta, dans le département de la Takora. En 1998, il devient titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, option administration générale, acquise à l'Université nationale du Bénin, aujourd'hui Université d'Abomey-Calavi. Détenteur d'un certificat de cycle 2 en gestion des ressources humaines de l'Université de Québec à Montréal, au Canada, il obtient son master en sciences de l'éducation à West Virginia University, aux États-Unis d'Amérique. De retour au pays, il entame sa carrière en tant que greffier au tribunal de première instance de Kandy de janvier à mars 1999. Après un parcours remarquable,
Le 23 mai 2021, il est nommé membre du gouvernement de Patrice Talon II en tant que ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, où il travaille avec détermination, abnégation et engagement aux côtés du chef de l'État jusqu'au 20 février 2025. C'est d'ailleurs dans l'exercice de ses fonctions de ministre des enseignements secondaires qu'il passe de vie à trépas dans un accident tragique de circulation dans la soirée de ce jeudi 20 février 2025. Monsieur le ministre va et repose en paix. Depuis quelques jours, il circule sur la crédibilité, il circule autant pour moi des informations sur la crédibilité de la liste électorale informatisée, l'EI. Ce vendredi 21 février 2025, le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, Aristide Adjinakou, qui a animé un point de presse pour apporter des éclaircissements sur la crédibilité de la LEI. Il a rassuré l'opinion publique sur la gestion rigoureuse du registre de l'état civil, notamment les décès. Des précisions dans cette capsule vidéo. Grâce à l'ANIP, notre pays dispose aujourd'hui d'un dispositif fiable et sécurisé permettant une identification rigoureuse des citoyens et une gestion efficace de l'état civil. La liste électorale informatisée est extraite directement du registre national des personnes physiques, garantissant qu'elle est proche de la réalité et qu'elle contient l'ensemble des données nominatives, personnelles et biométriques des citoyens en âge de voter. C'est le moment pour nous de réaffirmer la fiabilité de cette liste et rassurer que la gestion de notre registre d'état civil, notamment en ce qui concerne les décès, est rigoureuse et conforme aux dispositions légales en vigueur. Cependant, il est important de reconnaître nos réalités locales. Tous les citoyens ne déclarent pas systématiquement les décès, ce qui peut entraîner des décalages entre les faits et les enregistrements dans nos registres. Pour pallier cette situation, nous avons mis en place un dispositif de mise à jour continue du registre national des personnes physiques, reposant sur la collaboration étroite entre les autorités locales, le ministère de la Santé et le ministère en charge de la Justice. Ce dispositif permet d'enregistrer les décès déclarés hors délai légal et d'actualiser en permanence les données, garantissant ainsi que la liste électorale reste aussi proche que possible de la réalité. À ce jour, plus de 400 000 actes de décès issus des mairies ont été numérisés et intégrés à notre registre. Conformément aux dispositions en vigueur, les citoyens ont la possibilité, lors de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire, de demander la rectification d'informations électorales. Cette étape cruciale permet également d'assurer l'exactitude des données et de renforcer la transparence du processus électoral. Notre mission est claire: garantir un système d'enregistrement des faits d'état civil moderne, précis et accessible. La publication d'une liste électorale à jour et fiable est essentielle pour assurer l'intégrité de notre processus électoral. Nous comptons sur la collaboration des autorités locales, des citoyens et de tous les acteurs concernés pour atteindre cet objectif commun. Dans un autre registre, le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Didier Tonato, en compagnie du maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandino, ont procédé au lancement de la commercialisation de 20 000 logements sociaux et économiques de Wedo. C'était dans la matinée de ce jeudi 20 février 2025 à la cité nouvelle de Wedo. Zulkifl Salami, chargé de mission du président de la République Patrice Talon, a livré ses premières impressions au micro de Francis Ola Farami. On regarde. Les délégations qui viennent pour s'enquérir des détails de ce projet sont légion. Donc c'est tout à l'honneur du Bénin
et le Bénin inspire les autres pays. Donc nous devons être fiers en tant que Béninois d'une telle réalisation et prendre exemple sur ça pour toujours aller de l'avant et maintenir le cap. Le chef de l'État, en réalisant ce projet, a satisfait un certain nombre d'ambitions. La première ambition, c'est de créer un cadre de vie correct à toutes les couches de la population béninoise. Le deuxième, c'est que le chef de l'État est très attaché à ce qu'on appelle les ODD. Les ODD, c'est l'objectif de développement durable. Et le ministre l'a rappelé, l'objectif numéro 11, c'est justement de construire des villes viables, des villes écologiques où il fait bon vivre. Donc nous devons célébrer cet événement et le lancement de cette première tranche, naturellement, n'est qu'une première étape. Comme vous le savez, l'émulation est très grande et rapidement, partenaires au développement, techniciens, entreprises et consorts vont se mettre encore au travail pour réaliser le reste. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que les conditions même de conception de ce projet sont des conditions originales qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est des logements qui coûtent théoriquement cher, mais qui sont cédés à un prix abordable par le gouvernement. Alors nous tombons de plein pied dans le mandat social du chef de l'État. Le chef de l'État a dit que son deuxième mandat est un mandat social. Wedo est l'illustration très éloquente de ce mandat social. Vous, quel que soit votre niveau de salaire, quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle, vous avez droit d'accéder à l'un de ces logements. C'est un facteur d'union également. D'union parce que le Béninois aspire d'abord à un logement. La première chose que fait le Béninois quand il a un salaire, c'est de penser à acheter un lopin de terre et à construire. Chacun veut avoir son chez. Donc le chef de l'État vraiment répond également à une culture qui nous est propre et donne une leçon à toute l'Afrique, pour ne pas dire au monde entier. Mission de vision, mission de détermination. Je vais également insister sur l'attachement du chef de l'État à la pratique de l'excellence. Vous voyez ces bâtiments, c'est des ingénieurs, des techniciens, des architectes qui ont travaillé là-dessus. Oui, mais le vrai penseur, celui qui donne la fine touche à l'architecture, avec les détails, c'est le chef de l'État lui-même. Et ça, là, c'est quelque chose d'étonnant. C'est du jamais vu. Le chef de l'État s'occupe des détails parce qu'il est attaché à l'excellence. Il mérite donc d'être célébré pour cette vision extraordinaire qui projette le Bénin vers des firmaments, disons, inexplorés jusqu'à ce jour. Le Bénin est révélé, le Bénin qui est une référence à l'échelle de la planète. Voilà ce qu'on peut tirer comme leçon de cette cérémonie de lancement. On est très fiers de cette réalisation. Et je dois vous dire également, en tant que collaborateur du chef de l'État, vous savez, on a mobilisé la Banque islamique de développement, a mis 90 milliards. Ensuite, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a emboîté le pas. La BOAD, la CNSC. Alors, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que moi, en tant que patriote, je vous donne la garantie que les ressources seront encore mobilisées davantage au niveau des fonds arabes pour poursuivre le programme. Cette édition se poursuit. Lundi, l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a organisé le jeudi 20 février dernier sa conférence contradictoire. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques et des acteurs de la société civile. Le point dans ce reportage a signé Aneldo. Pour un développement durable et équilibré, l'urgence de viabiliser les régions défavorisées. C'est la thématique qui a été au cœur des échanges du mois de février organisés par l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau, IAJPCO. À la table des panélistes, Gustave Depo-Sonon, ancien ministre, Maryse Glélé Ahanzo, ancienne coordonnatrice de WANEP Bénin, et Nouroudine Saka-Salé, juriste consultant. Ces derniers ont exposé leurs constats et idées sur la thématique. La viabilisation des territoires, comme je dis, est pour moi indissociable d'une bonne décentralisation. Parce que si la pression du développement, si la pression et les attentes reposent uniquement et principalement sur l'État central, il y a des grands risques qu'il y ait ou du favoritisme
ou des déséquilibres dans le cadre de la décision de développement si c'est l'État central qui doit à chaque fois, dans la plus petite portion d'un pays, prendre les décisions qu'il faut. Qu'est-ce qui fait le handicap de telle région et pour qu'on puisse adopter une politique qui permet de répondre de façon équitable aux handicaps des différentes régions. Pour que le développement puisse être équitable pour tous les citoyens doivent pouvoir jouir de leurs droits humains. Et les plus basiques, c'est le droit à l'éducation, le droit à l'eau potable, le droit à la nutrition, à la santé, à la sécurité, etc. Faire en sorte que toutes les communes soient reliées entre elles par une voie bitumée. Et ce défi est en train d'être comblé et je crois qu'avant la fin de 2025, toutes les communes disposent d'un plan de développement communal. Et nous sommes à la 4e génération. Ça veut dire qu'il y a eu première génération, deuxième génération, troisième génération. Dire aujourd'hui que c'est l'État central qui fait tout directement, ce n'est pas tout à fait juste. Ces assises ont rassemblé plusieurs personnalités qui ont participé de façon active au débat. Pour l'IAJP-CO, cette initiative qui boucle ces 2 ans est une réussite. À l'IAJP, c'est aujourd'hui un défi pour nous de garder la parole comme la flamme allumée, la flamme démocratique. Et soyez toujours des nôtres. Soyez toujours avec nous. Le mois prochain, nous aurons les cercles de réflexion. Un premier temps en creuset de réflexion, en atelier par groupe porté par des universitaires. Et ensuite, dans un deuxième temps, la plénière ici, dans cette grande salle. C'est pour nous le lieu vraiment de vous remercier tous et de vous encourager à venir. Ainsi, cette thématique trimestrielle va prendre fin sur les cercles de réflexion au mois de mars prochain. Et puis on parle religion à présent. La paix et le développement ne sont possibles que lorsque le dialogue interreligieux et interculturel sont assurés entre les gens de diverses communautés religieuses qui vivent ensemble en ville et en campagne. Au micro de Francis Olafarami et de Nansirine Fatoumbi, El Hadj Bassirou Lassissi, membre du comité exécutif de l'Union islamique du Bénin, en abrégé EIB, s'est exprimé sur le processus que doivent suivre les différentes confessions religieuses pour que la paix règne. Suivons ensemble. L'islam accepte de rester ensemble, mais tout est cadré. Accepte le dialogue interreligieux, le brassard interreligieux, c'était permis, mais cadré d'une manière que le respect mutuel doit rester entre eux, comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il s'est déplacé de la Mecque pour aller à la Médine, parmi les grandes œuvres qu'il a posées, c'est la réconciliation entre le peuple de la Médine. Parce qu'il y avait les Médinois qui étaient là, les habitants de la Médine, et il y avait les Muhajirines qui ont fait le déplacement léger de la Mecque pour Médine, et il y avait aussi les Juifs qui étaient là, et ceux qui adoraient, il y avait les chrétiens, et qu'il y avait aussi les animistes. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a signé un pacte entre eux, entre tous ces gens, et pour qu'ils vivent ensemble, pour qu'il n'y ait pas de la bagarre entre eux, pour que les gens se respectent. Mais lorsque quelqu'un viole l'accord ou bien les clauses du pacte, alors ça devient un problème. Le dialogue interreligieux ne se passe pas très bien. Puisque d'abord, dans le cadre, si nous voyons le cadre, les têtes qui doivent rester dans le cadre ne se figurent pas. Et si on dit un cas de concertation entre les religions et qu'on prend quelqu'un seulement pour représenter l'autre religion, n'est pas tellement une logique. C'est qu'il faut que les vraies figures de la religion restent là-bas et pour que ensemble les pactes soient signés, les accords soient régularisés d'une bonne manière. Si au Bénin, comme nous l'avons vu récemment, l'Union islamique finalement qui s'est dégagée de cette responsabilité. Pourquoi? Parce que le cheminement
d'intégration dans ce cas n'est pas normal. C'est-à-dire ça n'a pas suivi le processus administratif que ça doit être dans l'Union islamique du Bénin. Donc, pour nous dire tout court, pour le cas de Bénin, le dialogue interreligieux n'existe pas d'une bonne manière et nous prions Allah le Tout-Puissant de nous préserver pour que finalement ça voie le jour un jour. Hors de nos frontières au Burkina Faso, le groupe pétrolier français a confirmé son départ du pays le mardi dernier après 70 ans de présence dans le pays sahélien. Son réseau de stations-service est repris par Coris Investment Group, une société burkinabé qui se diversifie dans l'énergie. Une information que confirme la direction de Total à l'occasion d'une rencontre avec le ministre burkinabé de l'industrie et du commerce, Serge Poda. Le géant français du pétrole cède ses activités de distribution au service à Coris de distribution au Burkina Faso, 170 stations-service à Coris Investment Group. Pour Total, présent depuis 1954 au Burkina Faso, une page se tourne. L'insécurité et les tensions diplomatiques entre Paris et les pays du Sahel ont accéléré une tendance de fond, le retrait de Total de l'aval pétrolier en Afrique francophone. Pour rappel, le groupe français avait déjà quitté la Centrafrique, le Niger, le Tchad et il y a quelques semaines le Mali. Direction le Niger, les principales recommandations des assises nationales sont désormais connues. Elles ont été annoncées par le président de la commission nationale de ces assises, Mamoudou Harouna Djingare, le jeudi 20 février 2025 au terme des travaux qui ont débuté le samedi 15 février 2025 au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Les participants des travaux de la commission des assises nationales ont proposé une durée de 5 ans minimum. Le président de la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales a précisé que la durée de 5 ans peut être renouvelée en fonction de la situation sécuritaire, du cahier de charge de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. Les commissions de ces assises suggèrent aussi une amnistie aux acteurs de coup d'État du 26 juillet 2023 et recommandent qu'ils soient éligibles à de futures élections. La dissolution des 172 partis politiques existants et l'élaboration d'une nouvelle charte autorisant la création de 2 à 5 partis politiques figurent également dans les recommandations faites par les participants. Dans son discours de clôture des assises, le général Tiani s'est dit satisfait et a indiqué qu'il jouera sa partition pour le bien des Nigériens. Voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAED.